À l'aéroport de Rabat, le départ du sultan pour sa visite officielle à Tunis avait revêtu l'éclat traditionnel des départs de souverains. Mais, détail imprévu, le terroriste Ben Bella et 4 autres chefs de la rébellion algérienne se trouvaient sur l'aéroport pour accompagner Sa Majesté Mohamed V. Adjudant le voyage, l'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. La visite du sultan ne pouvait plus que tourner court. Après une dernière conférence avec le bey et M. Bourguiba, le sultan reprenait la route du Maroc. Le 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent avec Israël une intervention militaire contre l'Égypte dans la région du Sinaï. Organisée dans le plus grand secret, cette opération a pour objectif de reprendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé quelques mois auparavant par le président égyptien. Mais le 26 juillet 1956, à Alexandrie, le président égyptien Gamal Abdel Nasser fait une annonce retentissante. Devant une foule survoltée, et dans un éclat de rire qui fait très vite le tour du monde, il déclare la nationalisation du canal de Suez. Avec les revenus du canal de Suez, Nasser souhaite financer la construction du barrage d'Assouan, un projet agricole onéreux pour lequel il avait sollicité l'aide des États-Unis et des Anglais qui lui ont tourné le dos. Cette semaine, toute l'actualité politique internationale tient en un seul mot, Suez. Les représailles ne se font pas attendre. Au-delà des enjeux économiques et de la question de la libre circulation des navires sur le canal, le discours d'Alexandrie suscite la colère et l'inquiétude des gouvernements britanniques et français d'Anthony Eden et de Guy Mollet. Quelques mois plus tard, ils signent une alliance secrète pour reprendre le contrôle du canal et renverser Nasser. Pour la France, Nasser est une menace. Il soutient les rebelles nationalistes en Algérie contre la colonisation française, où la situation est de plus en plus critique. Dans le plus grand secret, et contre l'avis des États-Unis qui recommandent une résolution diplomatique, les trois alliés préparent l'opération Mousquetaire. Ce sont les protocoles. La France et la Grande-Bretagne, feignant la surprise, lancent alors un ultimatum aux belligérants les enjoignant à cesser les combats. Comme prévu, l'Égypte refuse. Le 31 octobre, prétextant une opération de maintien de la paix, le couple franco-britannique frappe à son tour. Le 5 novembre, leurs parachutistes sautent sur Port Saïd, à quelques kilomètres du canal. Devant la commission politique de l'ONU, la France a ouvert le dossier algérien. Si dans cette affaire intérieure, elle ne reconnaît pas la compétence de l'ONU, elle accepte d'informer totalement la juridiction internationale. C'est ainsi que M. Christian Pineau a pu dire « Ce que nous voulons, c'est en premier lieu répondre publiquement aux campagnes de dénigrement systématique dont la France a fait l'objet depuis plusieurs années, non seulement de la part de représentants des rebelles algériens, mais aussi de la part de délégués de certains pays dont nous pourrions contester le droit qu'ils ont à donner des leçons à la France. Au début de février 1958, suite à de soi-disant tirs contre un avion d'observation, cela déboucha sur le bombardement de la ville tunisienne de Saquet. Si les généraux français avaient cru résoudre leurs problèmes par ce bombardement, ce fut une grave erreur. La destruction de cette ville tunisienne attira plus que jamais l'attention internationale sur la guerre d'Algérie. Il y eut 80 morts, dont de nombreux enfants, et plus de 100 blessés. Les Français avaient prétendu que Sakiet était une base du FLN. La presse internationale, immédiatement sur les lieux, n'en trouva aucune trace. La Tunisie porta la question devant les Nations Unies. Les ennemis de la France triomphaient. La Grande-Bretagne et les États-Unis, très embarrassés,
s'offrir comme honnête courtier. Paris accepta, à la fureur des généraux. La destruction d'installations de la Croix-Rouge n'aida pas la thèse française de la provocation. Le ministre de la Défense avait parlé de destruction d'un nid de rebelles et d'assassins et d'actes de légitime défense. Mais les images de cette école détruite, répandues dans le monde, lui étaient un cruel démenti. Car les bombes étaient tombées pendant les cours. Il était évident qu'il serait unanime à condamner l'action de la France. Entre-temps, les bombes non explosées, éparpillées dans la ville, étaient complaisamment exposées. 5 blessés et une quinzaine d'arrestations. Symptômes du malaise qui ronge la vie politique de la France et dont on se demande si elle guérira un jour. À l'atmosphère d'espoir et de gravité qui avait accueilli à Madagascar le général de Gaulle, répondait l'enthousiasme débordant qui le saluait à son arrivée à Brazzaville. Brazzaville reste pour le premier résistant de France un grand souvenir. C'est ce qu'évoquait son geste devant la statue du gouverneur Félix Éboué, qui rallia dès 1940 le Congo à la France libre. Puis, le président du Conseil a retrouvé pour quelques heures la case de Gaulle, qu'il abrita aux temps héroïques et qui, depuis, porte son nom. Plus tard, enfin, en présence de milliers de personnes, le général a de nouveau exposé les principes de la future communauté, à laquelle chacun des peuples qui composaient hier l'Afrique française pourra ou non adhérer en recevant la responsabilité entière de se gouverner lui-même. Autonomie et communauté française ou sécession. Mais Brazzaville a déjà répondu.